Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1090, la review, chapitre 1090, qui s'appelle l'amiral Kizaru. Voilà, je pense qu'on n'est pas encore sur les dingueries qui vont se passer avec Ed, mais je pense qu'on est sur le build-up des dingueries qui va se passer. Après, ça reste un chapitre qui est quand même intéressant et qui a quelques infos sympas. Donc on va faire une petite review. Aujourd'hui, on a aussi un petit peu de géographie, encore une fois, tout à l'heure. Comme d'hab, les chapitres dans la barre de vidéo là. Si la vidéo elle est trop longue, mais je pense pas qu'elle va être très longue aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne crois pas. Du coup, on attaque le chapitre avec la page cover. C'est cool de voir Kuro dessiné par Oda, ça fait longtemps. Même si on l'a vu dessiner parce qu'il a fait une sorte de page cover pour faire un petit, une petite promo pour le live action. Donc, il avait dessiné Kuro aussi là. Donc là, il le redessine, c'est cool de le voir. Voilà. Le chapitre, du coup, il commence assez intensément parce qu'on a la discussion en fait avec Luffy qui parle au Gorosei. C'est la première fois qu'on a une interaction entre eux. C'est assez dingue, hein. C'est fou de se dire d'où on vient et ça y est, on a enfin genre un contact direct qui a été fait entre Luffy et le Gorosei. Genre il leur parle, il leur met un coup de pression carrément. Bon, c'est toujours version Luffy, hein, il en a rien à foutre, il parle un peu au hasard, il s'en fout des plans, etc. Mais c'est cool de voir ça. Maintenant, il manquera plus l'étape où ils vont se rencontrer physiquement. Il y a moyen que ça arrive dans cet arc-là, parce que Jay Garcia Saturn est sur Ed. Donc il y a moyen qu'ils se rencontrent. Du coup, la discussion, elle se fait par des Denmushi, évidemment. Elle se fait entre trois Denmushi différents. En gros, il y a Luffy et l'équipage qui ont un Denmushi. Il y a Jay Garcia avec Kizaru qui ont un Denmushi aussi. Et il y a un autre Denmushi qui est aussi dans la conversation, c'est celui de Marie-Joie avec les quatre autres doyens. Du coup, ils communiquent comme ça. Euh, et on voit d'ailleurs que vu que Luffy raconte n'importe quoi, à un moment donné, quelqu'un coupe le Denmushi. Euh, parce que je crois qu'il coupe l'appel à ce moment-là. Il me semble qu'il coupe l'appel parce que Luffy il allait raconter tout. Donc du coup, ils ont dit non, stop. Euh, si on leur donne des infos, ça va juste aller dans leur sens. Donc ferme ta gueule, Luffy. Donc, du coup, il coupe le Denmushi. C'est pour ça que ça fait bip 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 trois fois, je pense. C'est parce que les trois Denmushi ils se font couper, je pense. Mais par contre, on voit aussi qu'il y a une personne qui intercepte l'appel, c'est Morgans. Et je pense du coup, enfin c'est pas une surprise, hein, mais il doit pas être très loin, je pense. Morgans avec Vivi et Wapol, ils doivent pas être très loin de Egghead. Donc je pense ils vont forcément avoir un rôle à jouer dans tout ça, dans cet arc. Je pense que pendant qu'on va s'échapper, on va les voir ou je sais pas quoi. C'est obligé, je pense. C'est un peu comme Smoker à Punk Hazard en fin de compte. Smoker, avant d'arriver à Punk Hazard, il a intercepté un appel. C'était l'appel que nous aussi on avait reçu. C'était un appel SOS que l'équipage avait reçu. Et c'était un mec de Punk Hazard qui se faisait découper par. Je sais plus s'il se faisait découper par l'eau ou par Kinemon. Il était genre en pleurs et il demandait de l'aide. Et du coup, l'équipage avait reçu cet appel. Du coup, c'est pour ça qu'ils étaient allés sur Punk Hazard. Et Smoker avait aussi récupéré l'appel. Et du coup, enfin, il avait intercepté l'appel avec son escargophone noir là. Son brouilleur là, je sais plus, non c'est pas brouilleur, mais escargophone noir là, c'est le même que Morgans a avec lui. C'est ce qui permet d'intercepter les appels. Donc là, je pense que c'est la même chose. Maintenant, ils sont au courant de tout ça et ils vont venir. Il y a du coup Jay Garcia qui nous dit clairement, enfin il met au clair ce qui est important pour eux, les trois choses qui sont à protéger pour eux. Alors du coup quand il dit ça, je pense qu'il le dit, mais l'appel il est coupé à ce moment-là, donc l'équipage ils n'entendent pas ça, il me semble, de ce que je comprends. Vu qu'il a été coupé, et après ils sont plus jamais en discussion pendant tout le chapitre. Je pense que tout ce qu'il dit là, enfin, tout ce que dit Jay Garcia à ce moment-là, l'équipage ne l'entend pas. Euh, donc du coup les trois choses à protéger c'est York, parce que apparemment ils ont fait leur petit marché avec elle.
Après, bon, est-ce que c'est un vrai marché ou est-ce qu'ils se foutent de leur gueule, je sais pas. Mais en fin de compte, pas vraiment, parce que voilà, il y a les autres trucs à protéger, c'est Punk Records. Punk Records, parce que tout simplement, bah, si tu veux protéger York, t'es obligé de protéger Punk Records, parce que sinon tu détruis le cerveau, et du coup tu détruis comment fonctionne York. Mais le problème, c'est que si tu protèges Punk Records, tu protèges aussi Vegapunk. C'est ça aussi, je comprends pas trop. Parce que je pense que c'est pour ça qu'ils se foutent un peu de la gueule de York. Et que dès qu'ils pourront la tuer, ils la tueront. Parce que si tu détruis Punk Records, vu que c'est le cerveau de Vegapunk, bah tu vas aussi tuer Vegapunk. Enfin, si tu veux tuer Vegapunk, il faut détruire Punk Records. C'est ça que je comprends. Et je pense pas que. Alors, est-ce que les Vegapunk, enfin les satellites peuvent vivre alors si Vegapunk meurt, est-ce que juste l'existence de Punk Records peut faire fonctionner encore les satellites? Je ne pense pas, je pense que si Vegapunk il meurt, pas tout le cerveau qui est dans Punk Records meurt aussi. Je pense, hein. Et donc du coup, bah, ils vont mourir aussi. Ou alors ils ont pas toutes les informations qu'avait Vegapunk, du coup ils servent plus trop à rien, je pense. Et donc la troisième chose, c'est le réacteur de Mother Flame. Euh, donc ils ont vraiment besoin de ça, et du coup de le protéger. Parce que voilà, on ne sait pas exactement comment tout ça fonctionne, mais est-ce qu'ils doivent protéger le réacteur de Mother Flame parce que c'est ce qui donne la puissance à l'arme antique Uranus par exemple? Est-ce que en fait Mother Flame, est-ce que c'est le nom de l'énergie ou est-ce que c'est le nom de la machine? Parce que on ne sait pas trop si Mother Flame, en gros, quand ils disent qu'ils ont besoin du réacteur de Mother Flame, c'est pour alimenter leur arme qu'ils ont déjà, et en gros c'est l'énergie, c'est Mother Flame quoi. Et donc c'est ça qui leur manquait. Ou est-ce que Vegapunk a vraiment créé une machine et donc du coup bah là ils ont besoin de recréer une machine parce que c'est peut-être à usage unique, euh, ou alors c'est parce que là, il a été vidé et du coup maintenant faut le remplir. Mais moi je dirais que c'est que le gouvernement possédait Uranus. Donc ce qu'on a vu, je pense que c'est toujours Uranus. Euh, mais pour faire fonctionner Uranus, il faut une source d'énergie. Et il ne l'avait pas. Et Vegapunk pouvait leur faire une source d'énergie semblable à ce qui pouvait faire fonctionner Uranus à l'époque. Et du coup, il a créé une source d'énergie qui s'appelle Mother Flame. Et c'est ça qu'ils ont besoin, je pense. Je pense que c'est ça. C'est un peu comme une énergie nucléaire, quoi, en fin de compte. Il est capable de faire ça, quoi, Vegapunk. Et il appelait ça Mother Flame. Donc voilà. Ensuite, en fait, du coup, ils nous disent les trois choses qui sont importantes pour eux. Et donc parmi ces trois choses, il n'y en a pas quatre. Il n'y a pas, y a pas Rob Lucci et le CP0. Pour eux, c'est pas une priorité. Même en fin de compte, de ce qu'on voit dans le chapitre, ils ont l'air d'avoir la totale confiance en Rob Lucci et en le CP0. Ils ont pas peur. Enfin, déjà, pour eux, c'est pas une priorité à protéger. Et, et ils ont pas l'air d'avoir de doute envers eux. Donc, parce que moi, de ce que je comprends dans ce chapitre, c'est qu'il y a une sorte de petit, petit doute sur Lucci. Est-ce que vraiment il est de notre côté ou pas? On verra après à la suite, parce qu'on apprend d'autres choses sur ce qu'il fait. Euh, on voit Robin, du coup, parce que on l'avait pas vu au dernier chapitre. Et comme je l'avais dit, c'était probable que c'était parce qu'elle était blessée. Et oui, effectivement, c'est ça. Du coup, il y a eu un combat ou une sorte de truc qu'on n'a pas vu. Donc, quand Atlas, Robin et Chopper sont allés dans le sous-sol où se trouvaient Vegapunk, Shaka et York, ils ont dû arriver pile au bon moment et ils ont réussi à sauver Vegapunk. Ils ont dû sûrement se battre contre York. Et Robin, elle a fini blessée. J'avoue que j'aurais aimé voir ça. Euh, Autant je suis content que Oda il a fait une sorte d'ellipse sur tout ce qui s'est passé, parce que c'était en vrai ça allait être faut pas se leurrer, hein. On a un équipage d'empereurs, donc ce que régler les problèmes qu'il y avait sur Egghead, je pense pas que c'était quelque chose qui était vraiment si dur, vu on avait réglé le plus gros problème, c'était Rob Lucci. Maintenant qu'une fois que ça c'était réglé, les satellites, bon, faut pas déconner,
On a un empereur avec nous, c'est pas ça qui va nous poser problème. Donc le fait qu'il ait fait une ellipse sur ça, c'est pas très grave, même c'est cool parce que c'était pas forcément nécessaire de voir comment ils allaient le faire. Mais particulièrement, j'aurais aimé voir quand même Robin sauver Yapun, comment elle a fait. Peut-être qu'on le verra dans un flashback. Mais du coup, elle a fini blessée, donc elle a sûrement dû se battre. Et on apprend aussi que dans justement tout ce truc qui s'est passé à Ed qu'on n'a pas vu, il y a deux satellites qui sont morts, donc Pythagoras et Shaka. Donc Shaka avec la balle dans la tête, du coup apparemment ça l'a vraiment tué. Et Pythagoras, la dernière fois qu'on l'avait vu justement, il était dans son petit robot minuscule là, et S-Snake, donc le séraphin de Hancock, allait lui marcher dessus. Et on n'a pas vu la suite, mais ensuite on a vu qu'il y avait une grosse explosion. Donc elle a sûrement dû faire une grosse explosion et buter Pythagoras sur ce moment-là. Et, euh, et Edison a fini blessé contre le combat contre S-Shark. Il est pas mort lui, mais il est très blessé. Et ça, je suis pour. Si vraiment ils sont morts, je suis pour. Ça crée justement un peu plus de tension. Alors je suis déçu que Shaka il est mort, c'était mon préféré. Mais, mais il a fait son rôle et c'était stylé, tu vois. Et j'aime bien si vraiment on considère qu'il soit mort, c'est cool. Euh, on voit du coup aussi que dans, dans la troisième page, il y a Lucci qui nous fait une sorte de petit topo sur les pertes. Parce qu'en fait, il s'est battu avec Kaku contre les Séraphins. D'ailleurs, Kaku, il a pris très cher de S-Hawk et S-Bear. Il est vraiment à terre et tout ça. Et Lucci fait un peu le topo sur les pertes. Du coup, c'est lui qui explique que les deux Séraphins, enfin les deux satellites sont morts, etc. Et qu'il n'y en a que Edison qui est mort. Enfin, Edison il est blessé. Et vu que Kaku lui demande qu'est-ce que tu dis, Lucci, et que Lucci il est en mode t'inquiète, je parle avec moi-même, tout ça, je parle dans ma tête. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que Lucci il est un peu dans une confusion. Est-ce que vraiment il doit aider le gouvernement, ou est-ce qu'il doit aider Luffy, ou est-ce qu'il doit rien faire. Et justement, à la fin du chapitre, on a encore des news sur Lucci, donc on va en parler. Et il y a moyen de réfléchir sur le rôle de Lucci dans ce truc. Euh, on a l'équipage qui du coup a nourri tous les agents du CP, du Cypherpole, qui étaient dans les sous-sols justement là où Vegapunk allait se faire tuer. Donc ils les ont sauvés, ils les ont nourris parce ils étaient au bord de la mort quoi. Et c'est là-bas que sont enfermés les séraphins. Donc on a S-Bear, S-Hawk, S-Shark et S-Snake qui sont tous enfermés dans des bulles, donc les fameuses bulles qu'on avait vues être utilisées par les pacifistas Mark III. Alors je sais pas comment on prononcera ça, faudra attendre l'animé je pense. Mark III, je pense que c'est Mark III mais on sait pas trop. Donc ils sont enfermés dans des bulles et donc les pacifistas on les avait vus utiliser une sorte de truc comme ça, ils avaient fait une sorte de mouvement de leurs mains comme ça avait fait une bulle et ça avait protégé contre des tirs. Et donc là apparemment c'est aussi très efficace contre les utilisateurs de fruits démons, etc. Et que c'est presque indestructible parce qu'ils sont faits en kairoseki, donc en granit marin. Donc, c'est très 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 puissant parce que le kairoseki, encore une fois, c'est sûrement le matériau de One Piece le plus solide qu'on a vu. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un détruire du kairoseki euh, dans le manga. Enfin, pas que je me souvienne. Hein, j'ai un petit truc dans un filler de One Piece. Je me souviens que Zoro il avait coupé une sorte de filet de kairoseki, mais bon, c'était un filler, tu vois. Mais sinon, le kairoseki, on n'a jamais vu se faire détruire par quelqu'un. C'est vraiment très 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 solide. C'est pour ça que moi, je soupçonne le kairoseki d'être une des, comment dire. Alors peut-être qu'un jour je ferai une théorie, mais pour moi, le kairoseki, ça vient de Pluton. Vu qu'on sait que le kairoseki vient de Wano, que Pluton est en dessous de Wano, que là-bas il y a une sorte de, il y a des volcans, etc. Je pense qu'il y a une sorte de fusion qui est faite dans cet endroit-là, sous terre, et ça crée du kairoseki, qui à l'origine vient de Pluton, enfin de l'arme antique, quoi. Et que du coup, c'est là-bas qu'ils peuvent créer tout ça.
Je, je m'éparpille pas, mais je ne m'éparpille pas, mais je pense que c'est un truc comme ça. Et donc, bah, du coup là ils sont enfermés dedans. On a vu aussi Lilith utiliser une sorte de pistolet à bulles contre S-Snake. Et du coup, je pense que c'est la même chose, hein. C'est juste que à ce moment-là, quand elle l'avait utilisé, elle n'avait pas réussi à enfermer. Elle avait pas réussi à enfermer Snake. Là, du coup, les quatre, ils sont enfermés dedans. Donc ça a la résistance du Kairoseki. Ça, du coup, ça annule les pouvoirs quand les gens sont dedans. Et c'est aussi très très dur et très solide. Et donc sûrement aussi. Et du coup, c'est utilisé par les pacifistas comme bouclier aussi. Donc c'est vraiment très très fort comme truc. Donc à voir ce que Oda va en faire plus tard. Mais je pense que ça va être la nouvelle utilisation du Kairoseki, ça va être ça. Dans les prochains combats qu'on va voir. Enfin, tant que Vegapunk il aura un lien dans tout ça, je pense que c'est ça qu'on va voir. Voilà. On apprend aussi du coup par la suite que c'est donc S-Snake qui a libéré Usopp, Franky et Lilith euh, de leur transformation en pierre. Et d'ailleurs, c'est un truc que Vegapunk n'est pas prévu, c'est que du coup, certaines caractéristiques de la personnalité des personnes que tu clones sont transférées par le biais du facteur de lignage. Donc là, du coup, dans ce cas-là, Luffy, enfin, Hancock avait toujours les sentiments qu'elle avait pour Luffy après le clonage, quoi. À travers le facteur de lignage, ça a été transmis dans le clonage. Donc, si on a ça enfin, on apprend ça, moi du coup je me fais poser la question, c'est quoi du coup possiblement les autres, pas forcément points faibles, mais les autres trucs qui ont été qui ont été transférés par le biais du facteur de lignage sur les autres séraphins. Donc par exemple Esber, donc le celui de Kuma, c'est sûrement Bonnie, je pense que sa faiblesse. Il me semble toujours pas qu'on a vu Esber rencontrer Bonnie. Donc peut-être que quand on va les voir se rencontrer, il va réagir, le séraphin il va réagir bizarrement, peut-être. Donc ça peut être une chose, parce que il me semble pas qu'on les a vus interagir. Pour celui de Mihawk, donc S-Hawk, euh, je pense pas que Mihawk déjà de base il a une faiblesse dans sa vie ou il a vraiment un truc qui lui tient à cœur, parce que je pense pas que c'est parce que par exemple je pourrais dire peut-être qu'il peut réagir au fait que Zoro c'est un peu son élève et son rival, mais on les a déjà vus face à face et Zoro, enfin Mihawk n'a pas eu de réaction bizarre. Et puis comme je disais, je pense pas que ça doit être un lien qui est très fort, je pense, qui doit être transféré. Donc vu que Hancock elle est amoureuse de Luffy, c'est pour ça que ça a été transféré. Vu que Kuma c'est le père de Bonnie, il doit y avoir un lien très fort entre eux, parce qu'on évidemment que leur passé qu'on n'a pas, il doit y avoir un lien très fort. Donc ça m'étonnerait pas que SBR puisse réagir à Bonnie, mais Mihawk je pense pas qu'il va réagir bizarrement face à quelque chose. Donc peut-être Zoro, mais on les a vus en face et ils ont rien fait. Celui de Jinbei, donc S-Shark, je vois pas trop non plus. Peut-être un truc avec les hommes poissons, mais ça serait dans des conditions vraiment particulières. Donc je vois pas trop ça. Celui de Moria, je sais pas non plus. Peut-être s'il voit Kaido, il va tomber dans les pommes, peut-être. Mais c'est tout. Crocodile, peut-être un lien avec son fameux secret que Ivankov elle connaît. Peut-être ça. Peut-être que s'il voit Ivankov et qu'elle lui dit je peux dire ton secret, il serait capable il serait capable de outrepasser les ordres de supériorité qui ont été affectés au Séraphin, et du coup il va écouter Ivankov parce qu'il a surtout pas envie que son secret se fasse dévoiler, peut-être. Est-ce que Doflamingo il a un truc? Le truc c'est que Doflamingo il a un peu radié toute sa famille, donc enfin sa famille n'a plus de lien avec lui, quoi. Donc à part peut-être sa famille,
qu'il a créé lui-même, c'est-à-dire la Don Quixote Family. Mais même ça, je vois pas vraiment un truc qui pourrait le faire stopper. Donc voilà. Dites-moi si vous pensez à certains trucs qui peuvent être le point faible de certains des Séraphins. Voilà. Ensuite, il y a du coup Vegapunk qui interroge Nami sur la destination, enfin sur le log pose et sur les îles autour. Donc elle lui explique que du coup le log pose il a pas eu le temps de se recharger parce que c'est pas assez longtemps qu'ils sont sur Egghead. Donc du coup c'est toujours les mêmes trois îles qui ont été montrées depuis Wano. Donc, sur les trois trucs qu'on voit, en fait il y en a une qui est qui est déjà Egghead. Donc voilà. Et les deux autres c'est celle de Kid et celle de l'eau comme destination. Et donc évidemment, elle dit voilà, il y a une île qui est pas loin au nord-est. Et du coup, Vegapunk lui dit bah ça doit être ça c'est Elbaf quoi. Et donc évidemment, Luffy et Usopp ils entendent ça et ils sont trop contents. Et du coup ils veulent y aller. Donc c'est sûrement la prochaine destination dans laquelle on voit. En fait c'est sûr, en fait à partir du moment où on le connaît Luffy, hein, à partir du moment où il sait où il veut aller, on y va. Enfin, ça a été le cas avec un peu tout quoi. Quand à la fin de l'île Poisson, il a vu que l'aiguille la plus dangereuse, enfin il a vu l'aiguille qui bougeait beaucoup et que c'était l'île sûrement la plus dangereuse des trois, il a décidé d'aller là-bas et on est allé là-bas. Et c'est comme ça, c'est Luffy qui décide toujours la destination au final. Quand il veut aller sur Skypiea, il veut aller sur Skypiea. Donc là, il sait que c'est Elbaf. Maintenant que Luffy, il a l'information exacte que la prochaine île au nord-est c'est Elbaf, c'est sûr et certain on va à Elbaf. Enfin, on le savait, mais là, c'est sûr qu'on y va maintenant, je pense, parce que Luffy, vu qu'il a l'info, c'est sûr qu'on y va. C'est lui qui décide. Il le sait, c'est terminé. Donc on va y aller. Est-ce qu'on va aller voir est-ce que Kid sera encore là-bas? Est-ce que Shanks sera encore là-bas? Est-ce qu'on va avoir la réunion entre Shanks et Luffy, enfin? C'est possible, hein, c'est vraiment possible. Est-ce que un combat? Est-ce que pas de combat? Euh, est-ce que le, est-ce que Luffy va rendre le chapeau? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à Elbaf, hein. En plus, il y a sûrement Jaguar dit Saolo, on va apprendre sûrement des choses sur le monde. Euh, Ça se trouve, en fait, Shanks va nous expliquer aussi des choses sur le monde, parce que peut-être qu'il sait des trucs. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Donc, prochaine destination, Elbaf, et ça va être incroyable. Euh, et donc, c'est là où les cours de géo reviennent. Je vérifie sur la cam si on voit bien. Donc, j'ai fait une petite map de Grand Line, le Nouveau Monde, quoi. Donc, tout ça, c'est le Nouveau Monde. Là, on a Calm Belt, le long ici. Euh, et du coup, ça, c'est Wano, donc l'île qu'on était avant. Euh, Egghead ici, Elbaf là. Et là, du coup, c'est sûrement Winner Island. Bon, on ne sait pas exactement si l'eau il a réussi à arriver à l'île qui était pointée sur son log pose. Mais en tout cas, l'île dans laquelle il s'est battu avec Barbe Noire, c'est Winner Island. Donc peut-être que ça, c'est Winner Island, celle qu'on avait vue sur la map du 1056. J'ai mis les chapitres au cas où. Donc ça, c'était la map qu'on a vue au chapitre 1056, donc au moment où l'équipage part de Wano. Et l'eau, il leur indique les prochaines îles qui sont après Wano. Et que c'est là où ils choisissent tous leur destination. On avait une map comme ça. Et, euh, et on avait aussi une boussole qui était affichée. Donc là, je l'ai reproduit comme il faut. Donc le nord, il est vers là-bas. Et j'ai mis aussi ça parce que ça, c'est la boussole d'un One Piece magazine, enfin d'un magazine qui avait mis une map de One Piece. C'était la première fois qu'on avait ça. Mais c'est là où il y avait une petite erreur. Enfin, petite erreur. C'est très bizarre, c'est que normalement, dans toutes les maps de One Piece, on avait l'habitude de voir un truc avec le nord vers le haut. Mais quand Oda nous avait montré son truc au 1056, et ben, il a mis le nord vers là-bas. Donc du coup, bah, logiquement, normalement, la vérité c'est ça. Parce que c'est Oda qui l'a dessiné. Et ça, c'est sûrement de la merde. Mais je l'ai mis au cas où. euh, parce que ça a toujours été. On pensait toujours que c'était ça, mais enfin, finalement, c'est sûrement pas ça. C'est ça qui est assez particulier, c'est que le nord, il est pas tout en haut. Enfin, oui, on se comprend, mais bref. Oda a décidé de faire le nord, une sorte de diagonale par rapport à Grand Line. Donc voilà, c'est particulier.
Et aussi le nord n'est pas North Blue. Donc le pôle magnétique n'est pas le pôle n'est pas le pôle n'est pas le pôle nord dans le monde de One Piece d'après ça, parce que il me semble que là-bas c'est West Blue ou je sais plus, bref, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est sûr que c'est pas North Blue vers là-bas. Je crois que North Blue c'est vers ici, donc à l'opposé quoi. Donc voilà. Et donc du coup, euh, nous on est ici. Donc quand on était parti de Wano, il y avait trois destinations. Il y avait nord-est, donc euh, Egghead, donc c'est là où on a fini. Non, non, si, non, il y a trois destinations. C'était nord-est, est ou sud-est. Nous on a fini au sud-est. L'eau il est parti au nord-est et Kid à l'est. Donc du coup nous on a fini là. Alors moi au début justement c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire cette reproduction. Donc j'ai pris vraiment, j'ai essayé de pas faire de conneries avec ce qui est montré au 1056. Parce qu'au début j'avais fait une petite connerie et du coup c'est pour ça que j'étais un peu perplexe. J'étais en mode oula, Oda t'as fait une erreur. Mais non ça va, il a pas fait d'erreur. C'est que du coup, vu que maintenant on se retrouve là, si on veut aller au nord-est, effectivement pour aller au nord-est il faut qu'on aille de ce côté-là. Donc parallèlement à Calm Belt. Et donc du coup on arrivera vers Elbaf. Au début j'avais mis Elbaf vers là-haut, parce que c'est un peu comme ça que j'avais représenté le truc. Sauf que non, en fait c'est un peu ça, c'est que il avait vraiment descendu Elbaf vraiment très bas, et donc du coup, quand tu descends, c'est vrai que si tu vas vers là-bas, tu tombes dessus. Bon, c'est un peu au-dessus, c'est pas totalement vers le nord-est, mais c'est quand même là-bas, donc ça va. Pas d'erreur de la part de Oda, bien joué. Et donc du coup ça c'est sûrement, ça n'existe pas, hein, ça, je pense que ça c'est obsolète, on peut laisser tomber, le nord n'est pas là-haut. On avait un peu peut-être le doute un peu avant, mais maintenant je pense que c'est clair et net, ce n'est pas comme ça. Donc le nord c'est bien là-bas. Et donc voilà. C'est juste pour être clair, que tout le monde sache comment c'est, où est-ce qu'on va, etc. Et donc après le but c'est d'aller là-bas, à Roadstar. Donc on sait toujours pas où est-ce que c'est exactement, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. On sait pas où on va, mais c'est là, on sait que c'est la dernière île avant Grand Line, enfin avant Red Line, my bad. Et voilà. Hop. Continuons sur la suite du chapitre. Du coup, euh, en fait, avec tout ça, en fait, c'est qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas là pour se battre, hein. On est là pour fuir. C'est le but. C'est pas un combat, c'est une fuite qu'on essaye de faire. Donc avec le dernier chapitre, certains pensaient qu'on allait se battre, ça allait être la guerre, etc. Il y aura sûrement des combats, il y a pas de souci. Mais le but, c'est de fuir. C'est pas de se battre. C'est d'ailleurs ce que, au début de l'arc, c'est comme ça que ça nous laissait présager les trucs, c'est qu'on essayait de partir avec Vegapunk le plus vite possible avant que ce soit la merde. Voilà, le problème c'est que c'est déjà la merde. Donc du coup il y aura forcément des combats, il y aura forcément des contacts, enfin des combats quoi. Mais le but final sera de fuir. On n'est pas là pour battre ses adversaires quoi. Donc c'est pour ça qu'il y aura sûrement peut-être pas de grosses pertes, genre Kizaru sera pas KO je pense, terminé pour lui, etc. Tu vois, je pense pas, tu vois. Mais voilà. Euh, on a du coup aussi une interaction entre Vegapunk et Franky. Et ça, bordel de merde, je n'attendais que ça, vraiment. Pourquoi Oda t'a attendu aussi longtemps pour nous faire ça? Bon, on risque sûrement d'en avoir plus, et encore, et encore. Maintenant que Vegapunk il va être avec nous, j'espère qu'on va avoir plein d'interactions entre les deux. Parce que je vis pour ça, vraiment. Donne-nous en plus, Oda, s'il te plaît. Et du coup, Franky lui explique que le bateau peut faire 1 km de distance grâce à un coup de burst. Et même Vegapunk, il est surpris. Enfin, il est content d'avoir un bateau qui peut faire ça pour s'échapper. Et en tout cas, il est surpris que le bateau fonctionne au cola. Donc une énergie qu'il n'avait pas justement, parce qu'une des grosses questions de One Piece depuis qu'on arrive sur Egghead, c'est l'énergie. Maintenant on connaît que Mother Flame, etc. Qui est sûrement un réacteur nucléaire qui a été créé par Vegapunk. Donc il y a toute une question d'énergie. Vegapunk il veut créer une sorte de soleil aussi, ça on le sait. Il a besoin d'énergie, tout ça.
Là, il apprend qu'il y a une énergie qui a été créée, enfin qui a été utilisée par Franky, c'est le cola, et ça fonctionne. Il peut faire voler un bateau grâce au cola. Donc c'est assez fou. Et, et donc du coup il est surpris. Bon, je pense pas que Vegapunk ça y est, il va devenir un adepte du cola et qu'il va créer des armes antiques avec du cola, mais je pense pas. Mais voilà quoi, c'est assez drôle. Et peut-être que ça va lui faire ouvrir les yeux sur certains trucs. En tout cas, j'ai l'impression de voir les discussions qu'ils vont faire. On voit aussi que du coup, Lucci, non, Bonnie, elle est soulagée en fait depuis que elle a appris la vérité sur Kuma. Elle a l'air d'être enfin, elle est clairement plus heureuse. Donc voilà, finalement, en fin de compte, Vegapunk et Kuma, ils auraient dû lui expliquer tout ça parce que ça ne l'a pas détruit, ça l'a juste, elle a compris. Bonnie, elle a compris pourquoi Vegapunk il a fait tout ça, pourquoi Kuma il a fait tout ça. Maintenant, nous aussi, on veut savoir. Hein. J'ai pas envie de faire de théories sur le passé de Kuma. Je pense que ça va être un flashback de fou. J'attends que ça évidemment, mais je pense que ça va être un truc qui est tellement complexe que on peut pas deviner exactement tout ce qui va se passer dans ce flashback. Voilà. Oui, je veux revenir sur un truc, c'est que du coup, en fait, Vegapunk, je suis très très heureux de savoir qu'il va rester avec nous pendant encore un bon moment, je pense, parce que bah là, on va sûrement aller avec lui sur Elbaf, donc tout le voyage, tout ça, il y a sûrement moyen de faire quelques discussions intéressantes. Alors, une chute sur Elbaf, il va sûrement nous apprendre des trucs. Alors, quand est-ce qu'on va le quitter, je sais pas, mais c'est un peu, en fait, le Vegapunk, il va avoir un peu le rôle qu'a eu Vivi, qu'a eu Lo, qu'a eu Kinemon, qu'a eu Momonosuke, tous ces gens qui sont venus avec nous sur les bateaux, même par exemple Kaimi et Hachi avant Shabondi, et pour les hommes poissons, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros c'est des gens qui font, c'est comme ça que Oda il fait toujours ça, Oda. Quand il veut faire, quand il veut commencer une sorte de saga ou un arc important, il va toujours introduire un personnage qui va nous faire découvrir les trucs. Euh, bon, c'est toujours amené d'une certaine manière différente. Et là pour le coup, c'est Vegapunk qui est avec nous, donc c'est vraiment big, mais il aime bien faire ça, enfin, amener un personnage qui va nous expliquer des choses, qui va des fois faire le voyage avec nous, euh, pour qu'on ait un but au final. Et donc du coup, Vegapunk commence cette saga avec nous, et on va aller jusqu'à la fin de One Piece avec lui. Enfin, je pense que il est là pour la saga finale, Vegapunk, c'est ça que je veux dire. Comme Law, il a été là pour la saga de Kaido, comme Kinemon, etc. Ils ont été là pour la saga de Kaido, Vizi pour la saga d'Alabasta. Vegapunk, c'est lui qui va avoir le rôle pour la saga finale, quoi. Voilà. Et je suis très très heureux de ça. J'adore ce perso. Et c'est là où on revient je voulais en parler. Parce qu'à la fin du chapitre, on a une info qui est donnée par Lucci apparemment. Enfin, Lucci donne des infos à Kizaru et à Jay Garcia. Et du coup, c'est grâce aux infos de Lucci que la marine attaque. Enfin, ils vont attaquer parce que Lucci leur a donné des infos, sûrement sur où se trouve l'équipage, etc. Et sur, en fait, que l'équipage n'a pas la main mise sur tout ce qui se passe là-bas, en fait. Et qu'ils sont un peu dans la merde et qu'eux aussi veulent fuir. C'est ça qu'on apprend, c'est que Lucci, en fin de compte, il a donné des infos que l'équipage veut fuir et qu'ils sont pas en totale maîtrise de la situation. Mais est-ce que vraiment, c'est ça la question, est-ce que vraiment Lucci a donné des réelles infos? Est-ce que Lucci, parce qu'on ne nous dit pas ce que Lucci a dit. On nous dit juste que Lucci, c'est un homme intelligent et rusé et qu'il a donné des informations pour que la marine puisse attaquer. Mais depuis que Lucci il est avec nous, entre guillemets, depuis qu'il est avec nous et qu'il cherche plus à se battre avec nous, j'ai toujours l'impression que Lucci il est dans le fond d'une case et qu'il est en mode putain, mais ils sont pas si horribles ces gens quand même, tu vois. Et est-ce que vraiment j'ai raison de faire ça? J'ai l'impression qu'il se pose des questions. C'est vraiment comme ça que je vois Lucci depuis, euh, depuis qu'il est avec nous, entre guillemets, et qu'il se bat avec nous. Et puis même là dans ce chapitre, tu vois, il se pose des questions, il fait le résumé sur les pertes, etc. Kaku il lui demande qu'est-ce que tu penses de tout ça, Lucci, et de quoi tu parles, et puis lui en mode non, non, je réfléchis dans ma tête tout seul. Donc est-ce que vraiment il a donné des réelles infos à la marine, et surtout comment il l'a fait pour le faire sans que tout le monde le voit. Bon, ils ont sûrement des moyens, le gouvernement, de faire des trucs, des messages codés, etc.
Mais voilà. Moi je dis, il y a peut-être un doute. Et en fait, Lucci, il a donné des fausses informations. Et c'est en partie grâce à ça qu'on va peut-être s'échapper. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a Jay Garcia qui nous fait une sorte de petite tease. Parce que, évidemment, Kizaru, fruit de la lumière, est-ce qu'il pourrait pas traverser le frontière d'homme lui-même? Parce que c'est un homme lumière, en fin de compte. Déjà, en fait, à partir du moment où tu es un Logia, pourquoi tu n'arriverais pas à traverser Moi, c'est toujours la question que j'ai. Enfin, les armes, tout ce qui est armes de destruction, tout ce qui est artillerie lourde, etc., normalement, tant que le mec il l'envoie pas, parce qu'on n'a toujours pas de confirmation que tu peux tirer une balle et mettre ton haki dessus pour que ça bute quelqu'un qui a du haki, enfin qui a un Logia. Mais à partir du moment où Ben Beckman, un des mecs les plus hauts au gradé, enfin sûrement le second d'un empereur, il utilise des guns, tu sais que c'est possible de faire ça. Il peut mettre du haki sur ses balles et du coup il peut abattre des Logia. C'est pour ça que quand il a pointé le Kizaru à Marineford, Kizaru il a fait oh toto parce que il sait. Donc euh, donc voilà. Mais quand c'est un scientifique qui crée une arme, donc là le Frontier Dome, est-ce que vraiment il a créé une arme qui est à base de lumière? Donc quand il y a un Logia qui passe, ça va réussir à le tuer, alors que c'est un Logia. C'est ça la question, tu vois. C'est comme par exemple la destruction de Lucia. Imagine Sabo il était sur l'île. Est-ce que Est-ce que juste parce que c'est un Logia, il peut pas survivre à ça en fait? C'est ça la question. Moi je me dis qu'il y a peut-être moyen que si vraiment c'est des armes antiques, etc., euh, Oda va nous expliquer que les armes antiques, ça tue, point barre. Il n'y a pas de Logia, pas Logia. C'est des armes antiques avec la science derrière, donc ils détruisent même les Logas. Voilà, il y a moyen. Mais là, est-ce que vraiment le Frontier Dome, il les fait en sorte que n'importe quel Logia va se faire buter? Je pose la question. Donc est-ce que Smoker, s'il passe à travers, c'est un Logia, donc ça va le tirer dessus, mais est-ce que ça va le tuer? Apparemment, on dirait que peut-être, parce que là, il lui dit pas parce que t'es un Logia, il lui dit parce que t'es de la lumière, et peut-être que tu peux contrer tout ça. Donc on va voir, peut-être que Kizaru va faire ça, même si, normalement, de ce qu'on comprend, l'équipage va couper le Frontier Dome, donc il n'y aura pas besoin de faire ça. Euh, voilà. Donc ensuite, il y a Kizaru qui explique à Jay Garcia que non, il ne va pas trahir ses idéaux et que il va pas ignorer Sentomaru et qu'il doit d'abord passer par Sentomaru parce que Sentomaru c'est un peu son gars sûr et que si Sentomaru a décidé de se, de se battre contre lui, bah il va y aller, il va se battre contre Sentomaru lui aussi, il va accepter le destin que Sentomaru a choisi. Et c'est intéressant, ça fait de la profondeur sur le personnage. Je pensais pas que Kizaru allait être comme ça. Euh, en fait, de base, je me disais, il y a peut-être un truc à faire avec Sentomaru et Kizaru au tout début de l'acte Egghead. Mais depuis le dernier chapitre, j'étais en mode, ah bah non, en fait, je pense que Kizaru, c'est juste un mec qui va écouter ce qu'on lui dit. Et pour en boire, c'est tout, tu vois. Mais là, en fin de compte, Jay Garcia lui dit, oh, t'as juste à ignorer. Et il dit non, je vais pas ignorer. C'est-à-dire qu'il a quand même l'audace de dire non à un mec du Gorosei, quoi. Je savais pas que c'était possible de faire ça. Mais voilà, il s'en fout, quoi. Il dit non, je suis mes idéaux et je vais d'abord fight Sentomaru et ensuite je m'occuperai de l'équipage. Donc ok. Et donc du coup bah c'est là où à la fin du chapitre Sentomaru se fait attaquer par Kizaru. Et donc Kizaru il fait son Yata no Kagami. Donc c'est le sorte de miroir de lumière qui s'envoie. Et c'est Sentomaru le contre avec sa défense. Euh, et je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être un peu choquées de se dire comment ça Sentomaru il contre une attaque de Kizaru, un mec qui va à la vitesse de la lumière. Mais il faut pas oublier que cette attaque en particulier qu'a fait Kizaru, c'est une attaque qui est lente en fait. Enfin, elle va très vite, mais à préparer elle est très lente. Je vous invite à revoir ce qui s'est passé à Shabondi. C'est très clair à Shabondi quand il l'utilise contre Apu. Dans l'animé, c'est vraiment très clair. En fait, il fait une sorte de miroir comme ça, et ça fait des rebonds. Donc en fait, la lumière, en gros, il crée son trajet.
Donc ça c'est très lent, enfin c'est lent, ça prend du temps, c'est-à-dire que il crée son trajet avec son truc de lumière. C'est pour ça que en fait, si tu es attentif, tu vois où est-ce qu'il va arriver. Et une fois qu'il a créé son trajet, il se lance dedans, et là c'est là où il part à la vitesse de la lumière. Et donc, du coup, bah, en même pas une seconde, même pas une demi-seconde, même pas une milliseconde, il est déjà sur toi, quoi. Mais du coup, je pense que vu que Sentomaru connaît les pouvoirs de Kizaru, on le sait, on l'a vu au chapitre d'avant, ils étaient avec Vegapunk quand ils étaient déjà tout petits. Il le connaît, il a l'habitude de lui. euh, et en plus, Sentomaru, c'est un mec qui a une très bonne défense. Donc il a dû voir le truc de Kizaru arriver. Il était en mode, bah, il va arriver ici, donc j'ai juste à me protéger ici. Et ok, en un instant, à la vitesse de la lumière, il se retrouve sur lui. Mais vu qu'il s'est déjà préparé à se défendre, et bah y a pas de souci, il contre-l'attaque. Et donc du coup là, c'est ce qu'il fait. Il contre-l'attaque de Kizaru avec son haki, son haki qui est spécialisé pour la défense, du coup. Mais en tout cas, là, il a arrêté l'attaque là. Mais est-ce qu'il va arrêter les autres attaques? C'est là où je ne pense pas. Parce que on l'a vu en fin de compte. Parce que ça aussi, ça peut être bizarre, c'est que là, il attaque une attaque de Kizaru. Enfin, il arrête une attaque de Kizaru. Mais par contre, une attaque de Lucci qu'on avait vue au début de l'arc des Head, il n'a pas réussi à la stopper. Enfin, il l'a stoppé, mais il s'est quand même pris des dégâts. Enfin, je crois. Mais ça l'a un peu pris par surprise. Mais c'est parce que justement, il connaît Kizaru, il sait comment son pouvoir fonctionne. Et que cette attaque en particulier n'était pas si rapide que ça à préparer. Donc voilà. En tout cas, Luffy, lui, il reconnaît très bien que là, il y a du danger. Et que Kizaru, c'est pas n'importe qui. Il est en mode, oula, ok, il y a vraiment des gens forts qui sont là. Donc peut-être une altercation qu'on va voir, c'est sûr. Mais je pense que ça va être une altercation où nous, on va essayer de se casser. Et il y aura peut-être un truc qui va se faire, tu vois. Après, là, je viens de penser à un truc, mais... Parce qu'en fait, ça me fait penser un peu où quand on essayait de fuir de Crocodile, quand on était à Alabasta, et que Luffy, il est resté par derrière. Il est resté derrière, en fin de compte, il a dit cassez-vous, moi je reste là. Est-ce qu'il y a un mec qui va sacrifier comme ça dans l'équipage? Je ne pense pas, parce que là on est censé partir loin, donc et je pense pas que le but c'est de laisser quelqu'un derrière soi. Là je pense qu'on est un équipage d'empereur, donc là le but c'est de. Luffy il est comme ça, maintenant on est un empereur. Je suis assez fort, enfin il est en mode il est assez fort pour régler la situation. Je vais pas laisser quelqu'un derrière moi. Je suis là pour protéger les gens que j'aime bien. Donc je pense que là il est confiant pour si jamais il y a un problème, c'est lui qui va régler tout ça et il y a pas à fuir quoi. Enfin il n'y a pas à laisser quelqu'un derrière soi ou à se sacrifier, juste on va fuir tous ensemble. Donc s'il faut Luffy il va se battre contre Kizaru je pense, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va toujours être dans la fuite je pense. Par contre est-ce que Sentomaru va mourir? Il y a moyen. Il y a moyen que Sentomaru meure sur cet arc là. Surtout qu'en plus Oda il aime bien faire mourir des persos là. Vu que là il a un peu créé cette tension avec Sentomaru et Kizaru. En plus, il aime bien faire ça, Oda, que ce soit des gens qui connaissent le personnage en question qui va mourir, qui le tue, comme Aokiji et Garp. Enfin, si jamais Garp il est mort, bah ça serait Aokiji qui l'a tué. Et là, si c'est Sentomaru qui meurt, bah c'est Kizaru qui l'a tué, alors que c'est des amis. C'est comme si Jaguar di Saulo, il était censé mourir à Ohara, bah c'était Aokiji qui l'avait tué, qui était un de ses meilleurs amis. Donc voilà, c'est ça. Il aime bien faire ça, Oda. Donc peut-être que Sentomaru va mourir. Il y a moyen. En tout cas, voilà. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est un bon chapitre et pressé pour la suite. Bon, il y a une pause. Il n'y a pas de chapitre pendant une semaine, je crois. Encore. Mais, euh, mais c'est pas grave parce que le live action il arrive. Donc voilà, dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce chapitre. Qu'est-ce que vous avez à redire sur ce que j'ai dit et mettez un like. A plus.